Voici maintenant l'invitée de la matinale. Elle est agrégée de sciences physiques, ingénieure des mines. Elle a fondé Areva, leader mondial du nucléaire. Elle l'a dirigé pendant 10 ans. Elle fut également Sherpa de François Mitterrand de 1991 à 1995 en charge des sommets internationaux. Et elle préside aujourd'hui ALP Partners. Elle publie chez Grasset un essai particulièrement corrosif sur la politique énergétique et nucléaire de la France. Le titre, Un secret si bien gardé. Anne Lauvergeon, bonjour. Bonjour David Abiker. Merci d'être ici ce matin. Votre essai est absolument fascinant puisqu'il montre comment, en quelques années, la Chine, les États-Unis et même la Russie ont fait de leur politique énergétique un outil de puissance, alors que c'est pas du tout le cas pour l'Europe ni pour la France, pendant que les autres gagnaient du terrain, devenaient puissants, malgré la guerre, malgré les conflits, malgré les alternances politiques, sauf en Chine évidemment. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé et poser le contexte de votre livre qui est aussi passionnant que le secret si bien gardé que vous allez nous révéler dans un instant? Écoutez, oui, force est de constater que l'énergie est un sujet prioritaire, stratégique pour l'ensemble des grands pays du monde, et pour les plus petits aussi d'ailleurs, sauf pour l'Europe et pour la France. Alors la France, c'est récent. Parce que, historiquement, on avait très peu de charbon, des veines pas très bonnes. Donc l'obsession a été la souveraineté énergétique qu'on a, à travers tout le XXe siècle, essayé de bâtir. Les barrages, le nucléaire. Et effectivement, on se retrouve en France avec un mix très décarboné, à 90%, grâce au nucléaire et à l'hydraulique. Mais on a perdu le Nord. On a perdu le Nord il y a une quinzaine d'années. Et l'Europe, elle, la Commission nous a dirigés avec une sorte d'obsession qui était le changement climatique et l'énergie vue à travers le changement climatique seulement. Anne Lauvergeon, on va y venir à ce qu'a été la politique européenne, la politique de la France. Mais ce qui est aussi intéressant dans votre livre, c'est la façon dont les autres ont manœuvré. La Russie, les États-Unis, la Chine. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire comment ils ont été plus malins que nous? La Russie a utilisé l'Allemagne. On peut dire que les Russes ont berné les Allemands, c'est-à-dire que les Allemands, depuis 1998, Gerhard Schröder, ont dit écoutez, maintenant on va faire des renouvelables, nous sommes purs, ça c'est l'influence des Grünen, des Verts, renouvelables dans la vitrine, derrière, parce que les renouvelables sont intermittents et qu'on veut de l'électricité qui pleuve, qui vente, qui neige, qu'est-ce qu'on a mis? Ils ont mis charbon et lignite. Alors déjà, pour le changement climatique, c'est loin d'être terrible. Et puis encore derrière, bien caché, bien planqué, le gaz russe. Et ils pensaient que les Russes allaient leur fournir du gaz, quoi qu'il arrive. Poutine était là, et la politique est beaucoup plus importante pour lui que le commerce. Donc, on connaît la suite et ce qui s'est passé en 2021-2022. Les États-Unis. Les États-Unis sont devenus les premiers producteurs de pétrole et de gaz au monde. Alors, ils n'ont pas les plus grosses réserves, mais ils ont, à partir, là aussi, du tournant du siècle, développé ce qu'on appelle pétrole de schiste et gaz de schiste, des nouvelles technologies qu'ils font jouer à fond aujourd'hui. Et 2009, les États-Unis sont importateurs de pétrole et de gaz. Aujourd'hui, c'est le plus gros exportateur. Et ils battent le Qatar, la Russie et tout le monde. Et ils nous vendent du gaz de schiste, si j'ose dire, à nous, à l'Europe, à nous les Français, qui passons notre temps à dire qu'il ne faut pas explorer, il ne faut pas utiliser les gaz de schiste. C'est extraordinaire. On a banni non seulement toute recherche de gaz de schiste, mais aussi toute recherche et développement sur des méthodes propres d'utilisation. Alors, très bien, on ne dit pas de gaz. C'est ce que d'ailleurs Ursula von der Leyen a relancé une nouvelle fois en disant d'ici la fin 2027, on va arrêter le gaz russe. Ce qui développe à l'est de notre continent beaucoup de réactions négatives. Mais elles veulent remplacer par du gaz américain qui est à 80% du gaz de schiste. La Chine. C'est absurde. La Chine maintenant. Alors la Chine pense énergie en permanence. Il faut nourrir l'usine du monde. Alors regardez les voyages d'un président chinois. Il va faire tous les pays pétroliers, tous les pays gaziers. Ils ont tout un système. Et puis alors ça c'est le premier pied. Le deuxième pied chinois, il est toutes les technologies bas carbone. C'est-à-dire les batteries, les voitures électriques et bien évidemment ils veulent inonder le monde avec ces technologies bas carbone, et en particulier l'Europe. Donc, les Chinois, 2 pieds. Les Américains, démocrates, avaient aussi 2 pieds, un pied bas carbone et un pied très très carboné.
Nous, en Europe, alors, je regarde. Quelle est la politique globale de l'Europe ? C'est d'installer de l'éolien et du solaire. Alors, juste de manière très récente, l'Europe ne s'intéressait absolument pas aux autres types de technologies, genre tout ce qui est biomasse, les déchets, enfin toutes les façons de faire de l'énergie, l'hydraulique. Tout ça, c'était pas intéressant. Et le nucléaire, c'est le mal. Le leitmotiv, si j'ose dire, l'obsession, c'était le renouvelable. Vous avez été Sherpa de François Mitterrand, Anne Lauvergeon. On va révéler le secret bien gardé qui fait le titre de votre livre, mais je suis obligé de ménager l'attention. Puis surtout, il y a plein de choses intéressantes à dire avant. Vous avez été Sherpa de François Mitterrand. Vous avez préparé des sommets internationaux. Comment des gens aussi intelligents sur une durée aussi longue et qui se fréquentent si souvent avec des sommets, des discussions, des experts peuvent arriver au non-sens énergétique que vous dénoncez dans votre livre, mis en place au niveau européen et d'une certaine façon accepté plutôt par la France, même si la France a défendu aussi sa politique énergétique tout de même. Alors, l'Europe a utilisé 2 bras. Le premier, c'est la concurrence. Ouais. La concurrence, c'était le modèle britannique, c'est-à-dire il fallait faire éclater toutes les entreprises énergétiques en plusieurs morceaux, entre le réseau, la production, la distribution. Tout le monde y est passé. Après, la concurrence a expliqué qu'effectivement, il fallait qu'il y ait des autorités indépendantes qui puissent contrôler. On l'a fait. C'est la Commission de régulation de l'énergie. Donc déjà, l'État a perdu une partie de ses prérogatives, de sa façon de contrôler, de sa façon de piloter. Et puis il y a eu le deuxième bras, qui a été tout ce qui était, je dirais, changement climatique, avec les postulat de départ, contraintes et des contraintes dirigées. C'est-à-dire la bonne solution pour lutter contre le changement climatique, c'était pas toutes les technologies, c'était uniquement les renouvelables. Et dans les renouvelables, c'était l'éolien et le solaire. Point. Et sans aucun souci, en Europe, de l'industrialisation européenne de ces technologies. Il n'y a pas eu de volonté de dire, oui, on va essayer d'abord, il y a eu du dumping chinois, de se protéger du dumping chinois, rien. On a agi quand le dernier, c'était Bosch à Vénissieux qui est mort. On a laissé faire. J'y viens. Le secret si bien gardé, page 134 de votre livre, vous nous apprenez que la France, qui longtemps a été en pointe sur le nucléaire, qui a été la deuxième, voire la première puissance nucléaire au monde, dans la maîtrise technologique, dans l'utilisation intelligente de cette énergie, grâce au général de Gaulle, vous dites, en fait, non. Vous dites on est sous-productif sur le plan nucléaire. S'il y avait un indice de productivité d'énergie nucléaire, si cet indice existait, et il existe, et vous le révélez dans votre livre, parce qu'on n'en parle jamais. Vous dites on est 31e, on n'est pas 2e ou premier, on sous-utilise notre industrie nucléaire. Pourquoi ? Et personne ne le sait. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Maintenant, on le sait. Les chiffres, vous les trouvez, c'est l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est l'agence des Nations Unies qui s'occupe de nucléaire, et qui effectivement enregistre tous les mois les productions de chaque réacteur par rapport à sa puissance théorique. Bon, donc grosso modo, si je fais simple, ça veut dire que si vous produisez 90% de vos capacités, on vous donne 90%. Voilà. Les meilleurs du monde font plus de 95%. Donc ils utilisent à fond leur système. Vous dites nous, on fait 67% ? Alors, EDF ne parle que de térawattheure. Alors, térawattheure, ça vous dit rien comme unité. Non. En général, ça dit rien à personne. Voilà. Et ils disent, on fait 360 térawattheures. C'est ce qu'ils ont fait en 2024, 361,4. C'est super bien. On se met comme but de faire la même chose dans les 5 prochaines années. C'est 67%. Donc on est en sous-régime. On est en sous-régime total. On pourrait faire 30% de plus. Et pourquoi on pourrait faire 30% de production gratuite. Dites-moi pourquoi on pourrait faire 30% de plus. Parce que pour le commun des mortels qui honorent sa facture d'électricité, en fait on a des centrales nucléaires qui sont vieilles, qu'il faut réparer. Et on pourrait penser que c'est pour ça qu'on est en sous-régime. Pas du tout. C'est pas ce que vous dites. C'est pas ce que vous écrivez dans le livre. À écouter parfois EDF ou des écologistes, on entend qu'on a une sorte d'AG canonix du nucléaire, là, bien âgé, qui a du mal à fonctionner. Des tacos. Alors, prenez les États-Unis. C'est eux qui ont fait les premiers réacteurs nucléaires au monde. Ils ont en moyenne des réacteurs qui ont 10 à 15 ans de plus que les nôtres.
il fonctionne depuis 10 ans avec une régularité de métronome à 91%. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'explication? Alors l'explication, d'abord, il faudrait vraiment aller la chercher au comité exécutif d'EDF, parce que ça vient du haut, ça vient pas de... Alors, il y a plusieurs explications. La première, elle est évidente, si vous produisez moins, vous vendez plus cher. D'ailleurs, vous regardez les résultats annuels d'EDF en 2024, 11,4 milliards d'euros de bénéfices nets, c'est colossal. Donc là, vous vous posez des questions quand même. Donc, faire monter les factures. Deuxième explication, c'est EDF a été mis sous le contrôle d'autorités donc indépendantes, mais aussi sous le ministère de l'Environnement, qui a été, ces 10 dernières années, majoritairement été occupé par des antinucléaires. Donc on tient la bride à EDF. On bride le système. Troisième raison, EDF a refusé d'utiliser toutes les méthodes, les technologies qui ont été mises en œuvre partout dans le monde, et je dirais par Framatome, par Areva, donc qui sont aussi des méthodes françaises. Eh bien, ça ne marche pas chez EDF. Pourquoi est-ce qu'il y a un EDF profond qui refuse? Est-ce que, pour faire la parabole de l'État profond, quelle est l'explication? Vous les connaissez tous, ces dirigeants. Vous les avez pratiqués. Il y en a un qui vient de partir parce qu'il refusait de vendre l'électricité moins chère aux industriels français. L'État lui a reproché. Est-ce que les managers d'EDF sont pas bons? Est-ce que l'État français est un mauvais actionnaire? Que se passe-t-il? Il y a un problème de contrôle et de pilotage, c'est parfaitement clair. Personne n'est... quand vous regardez, alors, parce que les conséquences de cet état de fait sont multiples. La première conséquence, elle est... d'abord, c'est une augmentation des prix de l'électricité de 120% depuis 10 ans, 3 à 4 fois l'inflation tous les ans. Et puis la deuxième conséquence qui va nous arriver, là, j'en suis terrifié, c'est ce qu'on appelle la PPE 3, la programmation pluriannuelle de l'énergie 3, qui prévoit entre 300 et 400 milliards d'euros d'investissement, c'est-à-dire qu'à côté d'un nucléaire sous-productif, sous-productif volontairement, on va mettre des moyens considérables sur l'éolien, le solaire et du nouveau nucléaire. Mais en quoi la France a la capacité aujourd'hui de faire cet investissement? C'est une folie. Alors qui va le payer, cet investissement? C'est pas l'État, c'est pas le contribuable, c'est le consommateur d'électricité. Est-ce que la facture d'électricité des Français, tendanciellement, peut baisser? Parce qu'elle a un peu baissé ces derniers mois, mais... Elle a baissé de sommet très important. Est-ce que vous dites, c'est mal parti, on va continuer à payer l'électricité très cher? Sauf si on change, c'est-à-dire si l'État est capable de dire EDF doit se mettre à produire. À ce moment-là, on peut diminuer très fortement, ce qui a eu lieu dans plein de pays, la facture d'électricité des Français. Anne Lauvergeon, un secret si bien gardé, c'est paru chez Grasset, je vous le recommande vivement, c'est bien écrit, c'est haletant, et le secret qu'on vous a dévoilé un petit peu est dévoilé page 134, mais là vous en savez pas mal, et j'espère qu'on vous a donné envie de lire le livre. Merci madame. Merci. À suivre, le rappel des titres, Hervé Gattegno et nos esprits libres du mercredi, Routel Cri.